Oui, bonjour à tous, bienvenue à tous les amateurs de disco et à tous ceux qui veulent apprendre des choses. Donc, avec moi, Quentin, mais je me présenterai un petit peu plus en détail. On va vous parler aujourd'hui de la formation des présidents de SAS et de SASU. Alors, c'est pas simplement pour dire qu'il est important de se former, ça on s'en fout, on le devine nécessairement. On va vous montrer quelles sont les astuces de telle façon à ce que non seulement vous puissiez vous faire financer vos formations, et deuxièmement, même obtenir des crédits d'impôt formation, ce qui va vous faciliter la vie pour apprendre et pour être encore un meilleur dirigeant. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et de ce pas, je vais vous présenter très exactement le sommaire. On va commencer tout de suite directement sur cette optimisation de sa formation, puisque c'est ça dont il s'agit. Donc, le sommaire, on va avoir 5 grandes périodes qui vont être, la question c'est avant d'être président de SASU. On va traiter aussi de la situation de président de SASU avec l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. On aura ensuite le cas du président de SASU qui n'a pas de bulletin de salaire, donc BS, ça signifie bulletin de salaire. On se posera la 4e question du président de SASU avec bulletin de salaire et on regardera ensuite le côté fiscalité. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tout recentré sur le président de SASU et de SAS? Je rappelle qu'une SASU, c'est une société par action simplifiée comme une SAS, unipersonnelle. Ça fonctionne aussi avec le cas du président de SAS. Et pourquoi est-ce qu'on a tout fait? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait quelque chose avec Quentin. On l'avait déjà fait il y a à peu près un mois et on a trouvé que c'était trop dense, si bien qu'on s'est concentré uniquement que sur les présidents de SAS. Et très certainement, le mois prochain, on fera quelque chose pour les gérants et pour aussi les micro-entrepreneurs et tous les indépendants qui dépendent de la sécurité sociale des indépendants. Alors, comme je vous l'ai promis, voilà Quentin, donc un de mes consultant en formation, il est indépendant, donc vous allez pouvoir lui poser absolument toutes les questions et c'est pour ça que j'ai demandé à Quentin d'être présent parce que déjà je le trouve fort sympathique et puis surtout c'est que concrètement il n'a rien à gagner de particulier que ce soit telle ou telle formation. Lui, ce qu'il vend principalement, c'est une prestation de service pour vous accompagner parce que vous allez voir que c'est quand même relativement un grand maquis. Alors après, rien ne vous interdit à faire tout, bien évidemment, tout seul. Mais sachez qu'avec Quentin, ce sera en tout cas beaucoup plus facile. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dougs, je suis également expert comptable. Alors même si ce matin, c'est moi qui coanime, vous allez voir que le gros du boulot, ça va être Quentin. C'est lui qui a bossé le plus ce matin. Moi, je vais me contenter d'une seule chose, c'est de lire les questions et de répondre à certaines questions qui pourraient venir, notamment en matière de fiscalité ou autre chose. Voilà, en fait, très exactement ce que l'on va faire ensemble. Alors aujourd'hui, on est quand même relativement nombreux, enfin ouais, très nombreux, même pour être plus précis. Et donc, vous allez pouvoir, en tout cas, comme d'hab, poser absolument toutes vos questions. Et donc, à l'issue du webinaire, 5 minutes à peu près à la fin du disco, hop, vous recevrez un replay et ce sera bon pour vous pour le regarder quand bon vous semble. Allez, on va commencer tout de suite, Quentin, si tu veux bien. Et je vais te laisser Ouais, merci pour l'intro, Patrick. Effectivement, je trouve très sympathique aussi, donc merci de relever ce point-là. Donc, effectivement, oui, je suis indépendant et je suis aussi mandataire donc, pour un groupe qui s'appelle le groupe Avantage et qui a un organisme de formation à l'intérieur du groupe, mais je bosse aussi avec d'autres organismes de temps en temps au besoin s'il y a des formations que vous cherchez, par exemple, qui ne sont pas proposées dans le groupe Avantage. Effectivement, on va tout de suite commencer. Patrick, je te laisse passer à l'étape suivante. On va commencer donc directement avec avant d'être président. Donc, avant d'être président, effectivement, donc c'est le cas de beaucoup de monde. J'imagine qu'avant de commencer, vous étiez tous avant d'être président. Donc, pour la plupart, vous étiez, je pense, salarié. Donc, on va un peu regarder tout ce qui se passe autour de ça. L'objectif, à chaque fois, ça va être effectivement de vous faire un focus sur la situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez. Et à chaque fois, de vous expliquer quels fonds existent à chaque étape. Donc, ça, parce qu'en fait, les fonds vont vraiment varier. Et à la fin, je vous donnerai même un peu mon avis personnel, qu'est-ce qui est le mieux à utiliser en fonction de votre situation. Alors, donc, quand vous étiez salarié, donc avant d'être président, pour la plupart, donc il y a 2 budgets de formation qui existent et ces budgets de formation vont servir même encore maintenant. Donc là, il faut que tout le monde écoute cette partie-là parce que ça vous concerne tous. Sur les dates clés, donc, on va avoir plusieurs étapes. Donc une première étape qui va être le DIF du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2014.
Donc en fait, ça c'est un ancien dispositif qui n'existe plus et qui a été remplacé par le CPF. Ce dispositif n'existe plus, sauf que par contre, l'argent que vous avez crédité sur ce dispositif, lui, existe encore. Il existe encore jusqu'au 30 juin 2021. Donc, l'intérêt, si vous l'avez compris, c'est de d'abord créer son compte personnel de formation. Donc, on va regarder juste après ça au niveau de l'inscription et de rapatrier les heures que vous avez acquises au titre du DIF. Donc, toutes les heures que vous avez acquises entre 2009 et 2014. J'ai mis les maximums à chaque fois. Ça va pas être le cas de tout le monde, donc soyez pas tristes si vous avez un petit peu moins. Mais effectivement, tout ce qui va être au niveau du DIF, ça va être jusqu'à 120 heures qui représentent 1800 euros. Donc, on est à 15 euros de l'heure. Donc, ça vous fait à peu près 20 heures égale 300 euros. Donc, voilà pour ça. Donc, pour tous ceux qui ont travaillé sur toute la période, vous avez jusqu'à 120 heures et 1800 euros récupérés. Pour le CPF, c'est plus facile. Vous créez votre compte. C'est automatique. Tout ce qui est depuis 2015. Donc, vous avez un historique normalement pour ceux qui étaient salariés qui viennent de se lancer juste là dans l'année, par exemple, ou fin l'année dernière, un historique qui va de 2015 à 2019. Vous pourrez le vérifier, mais si vous n'avez rien avant, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Sur l'inscription, c'est globalement… Patrick, il n'y a pas ton micro ? Excuse-moi, je disais, maintenant tu vas nous faire voir comment on s'inscrit de façon pratique, puisque ce webinaire est destiné justement à ce que vous puissiez vous débrouiller par vous-même sur la plupart des opérations. Exactement. Donc, l'inscription, c'est très très simple. Je pense que vous êtes tous à l'aise avec un ordinateur si vous êtes ici. Donc, vous allez sur mon compte formation.gouv.fr, donc qui est le seul site officiel du gouvernement. Donc, c'est le seul site officiel où vous pouvez avoir vos heures de formation. Enfin, vous pouvez avoir votre budget de formation, pardon, vous pouvez remettre vos heures DIF. Donc, vous pouvez aussi télécharger l'application mobile Mon Compte Formation, donc le logo qui est en haut à gauche pour vous, je crois, si c'est inversé. Donc, vous pouvez télécharger l'application, vous avez tout sur votre téléphone, sur votre PC, les deux sont reliés, donc ça fonctionne très bien. La seule info nécessaire pour vous connecter, ça va être votre numéro de sécurité sociale. Sinon, maintenant, depuis peu, et ça a été aussi mis en place pour éviter les fraudes de certains organismes, il y a la possibilité de se connecter avec France Connect. Donc, France Connect, si vous êtes monsieur avec les impositions, et Amélie, si vous êtes madame, faites attention parce qu'avec les impôts, si c'est écrit monsieur, madame sur la fiche, ça va être monsieur qui va être connecté. Donc, pensez bien, enfin, dans 100% des cas, on va dire que si vous prenez Amélie, c'est aussi simple puisque vous allez avoir votre numéro de sécurité sociale qui va vous servir dans les deux cas, plus votre mot de passe. Et après, vous êtes simplement redirigé. Vous avez un ou deux formulaires à compléter, un pour le CPF, un pour France Connect. Et après, c'est tout, vous êtes tranquille, c'est tout synchronisé. Et là, vous accédez à votre budget. Donc, une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page. Sur cette page-là, donc moi, c'est pas mentionné, mais sur la partie, vous voyez où il y a l'œil, où c'est écrit « Je consulte et j'utilise mes droits à la formation ». Là, normalement, vous avez votre budget qui apparaît. Donc, le budget, je vais pas en citer parce que ça varie vraiment en fonction des gens. En général, vous allez avoir un budget écrit en gros, et en dessous, vous allez avoir écrit, ou à côté, dont tant de diff. Donc, si vous avez 0 de diff, c'est-à-dire que vous n'avez pas récupéré vos heures diff, que vous ne les avez pas mises encore sur le site, et si c'est écrit, par exemple, dont 1000 euros de diff, c'est que vous avez déjà renseigné vos heures qui ont été automatiquement calculées. Donc, par contre, dans les deux cas, que vous ayez un 0 ou vous ayez une somme, il faut bien vérifier qu'il y ait bien votre attestation qui a été fournie, parce qu'en fait, le site du gouvernement, il est un peu, on va pas dire qu'il est bête, mais il est… En fait, à partir du moment où vous mettez une somme, elle va être automatiquement mise, même si vous ne mettez pas d'attestation. Donc, en fait, il n'y a aucune vérification qui est faite au moment où vous déclarez avoir tant d'heures, par exemple. Et en fait, c'est juste au moment où vous allez souscrire une formation que là, il y aura une vérification et c'est là qu'il faudra faire attention d'avoir le bon document. Sinon, vous allez être bloqué, en fait, tout simplement, le jour où vous devrez souscrire une formation avec votre CPF. Pour donc l'étape suivante, donc en fait, là, sur la somme qui va apparaître sur l'écran d'accueil, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et en cliquant dessus, vous allez avoir la fenêtre avec écrit votre budget en gros en blanc. Vous voyez juste en dessous, c'est écrit « Saisir mon DIF ». Pour ceux qui ont déjà leur DIF de renseigner, ça va être écrit « Modifier mon DIF ». Vous cliquez dessus et là, vous allez sur cette page-là. Sur la partie du haut, donc où c'est écrit « Mon solde DIF en heures », donc là, c'est la partie que vous devez renseigner. Donc, pour trouver vos heures DIF, vous voyez, c'est écrit juste en dessous, vous avez différents documents. Donc, si vous étiez salarié entre 2009 et 2015, encore, pour ceux qui n'étaient pas salariés à cette période-là, ça ne vous concerne pas. Il faut prendre votre bulletin de salaire donc de décembre 2014 ou celui de janvier 2015. Donc, il se peut que ce soit écrit sur les deux, ou des fois, si vous n'avez pas de chance, sur aucun des deux. Si c'est écrit sur aucun des deux, là, il faut chercher une attestation spécifique qui a été transmise par votre employeur à cette même époque, donc fin 2014, début 2015, on va dire pour la nouvelle année 2015.
Et sinon, mettons si vous avez quitté votre dernier emploi fin 2013 ou milieu 2014, et ben, ce qui va faire foi, ça va être votre dernière fiche de paye ou sur votre certificat de travail qui vous a été délivré par votre employeur lorsque vous êtes parti de l'entreprise. Là, normalement, vous avez l'information et grâce à ça, vous pouvez ensuite la mettre. Pour ce faire, c'est très simple. Vous scannez votre document, donc que ce soit votre fiche de salaire, votre attestation, n'importe quoi. À partir du moment où il y a l'heure dessus, votre nom, prénom, on va dire le nom de l'entreprise, le SIRET, etc. C'est bon. Vous le scannez, vous le mettez, choisir un fichier, et après, vous enregistrez. Il y a un bouton, donc là, il n'est pas affiché, mais qui va se mettre en bleu en dessous, avec écrit enregistré en gros, vous ne pouvez pas le louper. Vous cliquez dessus, ça mélange vos deux budgets, et là, vous avez récupéré votre diff, vous êtes tranquille. Est-ce qu'il y a des questions, Patrick, là, à ce niveau-là? Je ne sais pas si… ton micro? Je reprends. Alors, de façon très concrète, comme question, j'ai Nicolas donc, qui indique qu'il a 120 heures de diff qui représentent 1 500 €. C'est peut-être pas 120 heures, non, c'est 1800. 120 heures. 100 heures, c'est 100 €. 150 000 €. Oui, Nicolas qui dit non, c'est bien ça. Hein, c'est, alors, visiblement, il y a une petite erreur. 120 heures de diff qui représentent 1 500 €. Bon. Alors, non, en fait, parce que c'est le taux, enfin, c'est 20 heures égale 300 €. Ouais. Et donc, on a 15 € de l'heure. Donc, effectivement, s'il a 100 heures, normalement, le calcul se fait automatiquement à 1500. Et s'il a 120, ça se fait automatiquement à 1800. Donc, ça m'étonne. Ouais, mais il y a un souci visiblement. Donc, c'est même écrit sur le site que le taux de comme ça. Salomé qui pose une question. La totalité de mes droits sont en diff alors que j'ai été salarié depuis fin 2014. Alors non, ça doit être en CPF. Si elle est salariée depuis fin 2014, en fait, les droits qu'elle va avoir sur mon compte formation, ça c'est le CPF de base. Le DIF, c'est pas quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose qu'il faut ramener manuellement en allant chercher l'information sur une feuille. Tout ce qui va apparaître, donc fin 2014, début 2015, ça va être le CPF. Donc en fait, la création du CPF, c'est le 1er janvier 2015. Donc normalement, si elle va sur son compte personnel de formation, juste en dessous de l'endroit où il y a écrit saisir mon diff, il y a un historique, c'est écrit voir mon historique, et elle peut voir. Et au début, normalement, de 2015 à 2018, c'était en heures. Donc au maximum, c'était 24 heures par an à cette époque, et non pas 20 heures comme avant au diff. Donc là, entre 2015 et 2018, c'était 24 heures au max. Et depuis l'année 2019, l'historique de 2019, là, c'est converti en euros. Donc, il se peut que vous ayez aussi un total avec écrit par exemple 96 heures. Les 96 heures correspondent en fait les 24 heures x 4 que vous avez eu en 2015, 2016, 2017 et 2018, plus les 500 € de 2019. C'est un peu complexe au niveau du calcul, mais normalement, c'est tout ce qui est après 2015, c'est tout fait automatiquement. En fait. Vous n'avez rien à faire. Alors, moi, ce que je remarque, effectivement, c'est que il y a la théorie donc, de ce qui doit se passer et après, il y a la pratique. Donc, visiblement, il se peut, et là, je vous invite à retourner en tout cas sur votre compte formation, il se peut que s'il y a un écart, en tout cas, là, Quentin comme moi, on ne pourra pas y faire grand-chose. Là, il faut vous adresser directement oui. Si ça intéresse les gens, j'ai le numéro de téléphone que vous pouvez appeler si jamais vous voyez qu'il y a un problème avec votre CPF. En fait, c'est des conseillers CPF. Donc, c'est directement des gens qui, eux, ont accès à votre compte. Donc, c'est des gens qui sont mandatés par l'État et par la Caisse des dépôts, là, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Ces personnes-là, ceux qui ont géré tout l'aspect technique, en fait. Donc, si vous avez un problème avec vos montants, si vous avez un problème avec votre connexion, etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, je pourrais laisser le numéro à la fin ou le donner tout de suite. Je l'écris en même temps, si tu veux. Ouais. Alors, c'est la Caisse des dépôts et des consignations. Vous tombez sur un conseiller CPF si jamais vous avez un souci. Vous avez un petit moment. Donc, vous allez attendre entre 15 et 20 minutes. Hein, c'est comme c'est parti de la fonction publique, donc il faut être patient. Mais par contre, en revanche, à la fin, vous allez avoir un conseiller. Donc lui, ne soyez pas étonné s'il vous demande votre numéro de sécurité sociale et plein d'infos sur vous, de sécurité sociale, pardon, parce que en fait, c'est grâce à ça qu'il pourra vous identifier. En revanche, si un organisme de formation vous appelle, vous dit bonjour, c'est le compte formation, passez-moi votre numéro de sécu, surtout ne le passez pas. Mais là, vous pouvez. Donc là, c'est un conseiller CPF, et si jamais vous avez un souci avec votre compte, il pourra vous aider facilement. Voilà. Merci Quentin. Je pense que ça va pouvoir servir dessus. Autre question, Hervé, est-ce qu'on a du DIF si on était en micro-entreprise? Non, en fait, le DIF était rattaché à une entreprise via son SIRET. Et en fait, c'était pas le salarié qui avait les droits à la formation, c'est le salarié à l'intérieur de telle entreprise.
Donc en fait, le problème du DIF, justement, avec ce dispositif-là, c'est que lorsque vous changiez d'employeur, vous perdez aussi tout l'ensemble de votre DIF. Donc si vous étiez en micro, non, vous n'avez rien. Et si vous êtes en micro, par exemple, depuis je sais pas, 2010, vous commencez à cotiser au CPF qu'à partir de 2018. Donc en fait, les indépendants, pour ceux qui étaient déjà indépendants depuis un moment, vous avez commencé à cotiser qu'à partir de 2018. Donc normalement, vous avez un tout petit peu moins de 1 000 euros sur votre CPF. Voilà. Et depuis maintenant, 5 euros par an. Ouais. Bon, pour la question de Clémence, on reviendra tout à l'heure puisque tu le traites juste après. On continue. Ouais. Alors, le CPF, donc c'est pour qui? C'est pour l'ensemble des actifs. Alors effectivement, avant, jusqu'à 2018, donc entre 2015 et 2018, c'était seulement pour les salariés, donc du privé et du public. Public, c'est un peu plus particulier parce que c'est encore en heures, mais bon, on va s'axer sur le côté privé. Donc c'était pour les 27 millions de salariés du privé. Et depuis le 1er janvier 2018, en fait, il y a une date, vous voyez la date qui est tout en bas, le 5 septembre 2018, il y a une loi qui a été votée. En fait, il y a une rétroactivité qui a fait que l'ensemble de l'année 2018 et l'ensemble de l'année 2019 par la suite ont compté pour les indépendants. Donc vous, en tant que président de SASU, vous n'êtes pas concerné puisque vous êtes assimilé salarié. Mais là, je parle vraiment pour les TNS, donc pour les micros, pour les gérants de URL, de I, etc. Bref, maintenant, tout le monde a des droits à partir du moment où on a une fiche de salaire. Donc, on verra pour votre cas, pour les présidents de SASU par la suite. Il faut être déclaré, en fait, avoir une fiche de salaire. Les droits, donc, sont cumulables. Donc, contrairement au DIF, où je l'ai expliqué tout à l'heure, que lorsque vous changiez d'employeur, vos droits disparaissaient. Donc, ils n'étaient pas cumulables. Vous pouvez pas prendre les droits que vous avez eu chez 3 employeurs différents, par exemple, entre 2009 et 2014. Alors que là, le CPF, ils sont cumulables. Donc, si vous êtes salarié de votre entreprise, vous allez cumuler des droits CPF et vous allez les garder. Si vous êtes parallèlement salarié d'une autre entreprise, vous allez aussi avoir des cotisations qui vont être faites par votre employeur et qui vont vous permettre d'avoir un compte CPF qui va se grossir au fur et à mesure. Au maximum, c'est 500 euros par an. Alors, si vous n'avez pas 500 euros par an, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les cotisations, c'est l'État, c'est comme ça. C'est sur du déclaratif, en fait, sur les déclarations que vous allez faire, en fonction, il va y avoir une somme qui va être versée. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a une loi du 5 septembre 2018 qui a été mise en place par Muriel Pénicaud, donc l'ancienne ministre du Travail sous mandat Macron, qui a fortement accéléré ce dispositif de CPF et qui justement a ouvert des droits aux indépendants. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ça ne veut pas passer. Je vais le faire si tu veux. Ouais. Alors, maintenant, que faire avec son CPF? Parce que je pense que c'est aussi la question qui vous intéresse tous. Donc, il y a une liberté des thématiques qui existe sur le CPF, donc qui est non spécialement liée à votre domaine d'activité. Donc vous, de toute façon, en tant que président, vous faites bien ce que vous voulez. C'est utilisable sur l'ensemble de votre vie d'actif. Donc le seul moment en fait où vous allez perdre vos droits, ça va être lorsque vous allez atteindre le plafond de 5 000 euros. En fait, quand vous allez atteindre les 5 000 euros, tous les droits que vous allez cotiser après, donc par exemple, si vous êtes à 4 800 euros, et au lieu de cotiser 500 euros, vous allez cotiser que 200 euros. Les 300 euros qui restent, eux, ils vont être redistribués. Donc, c'est de l'argent public, donc ça retourne dans les caisses de l'État. Ils peuvent les renvoyer dans des régions, dans Pôle emploi, dans des syndicats, des partis politiques. Voilà. C'est de l'argent public qui va vivre ensuite. Donc, l'intérêt, c'est d'utiliser vos droits quand même avant d'arriver à votre plafond de 5 000 euros pour que ce soit vous qui en profitez, pas quelqu'un d'autre. Deuxième cas, c'est lorsque vous allez partir à la retraite. Retraite à taux plein signifie que vous allez perdre l'ensemble de vos droits. Donc, si vous êtes bientôt à la retraite, si vous connaissez des gens qui vont bientôt partir à la retraite, informez-les qu'il faut utiliser leurs droits, sinon ils vont toucher à la poubelle et c'est dommage d'avoir travaillé toutes ces années pour jeter ses droits jusqu'à 5 000 euros, donc c'est un peu problématique. La seule limite, par contre, et qui est quand même une grosse limite sur le CPF, c'est que les formations doivent être diplômantes ou certifiantes. Donc en fait, il faut qu'il y ait un document à la fin. Donc typiquement sur des langues, par exemple, vous avez le TOEIC. Donc les langues, c'est la thématique la plus proposée sur le CPF parce que c'est super simple de proposer un TOEIC ou une certification style Bulat après. Il y a des certifications informatiques sur tout ce qui va être par exemple le pack office avec le TOSA. Et après, il va y avoir plein d'autres formations. Les formations qui ne sont pas diplômantes et certifiantes, qui elles sont éligibles, vont être les formations entrepreneuriat. Donc en fait, il y a beaucoup de formations style créer son agence de communication, style devenir formateur, etc., qui vont être un peu dissimulées derrière l'entrepreneuriat sur le CPF. Vous allez avoir des bilans de compétences, si vous en avez besoin, des validations des acquis de l'expérience, permis B et permis C, donc permis B voiture, C poids lourd. Et vous allez avoir la possibilité de passer bien évidemment des diplômes comme des CAP, des BEP, des licences,
même des masters si vous voulez, mais ce qu'il y a, c'est que là, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Voilà pour ça. Comment souscrire une formation maintenant? Alors là, c'est mon avis un peu personnel, je vous avoue, mais bon, je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire et c'est beaucoup plus simple de cette méthode-ci. Petit 1, prendre contact avec un organisme de formation. Alors effectivement, vous allez voir que par exemple, si vous êtes intéressé pour faire de l'anglais, que ce soit pour la partie pro ou perso, je crois qu'il y a un truc du style 100 000 résultats lorsque vous tapez juste anglais. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver un organisme de formation en qui vous pouvez avoir confiance, soit du bouche-oreille, soit des recherches que vous avez faites. Si vous voulez, moi, je vous mets en relation aussi avec l'organisme de formation avec qui je travaille, qui est très bien à ce niveau-là. Donc, en fait, de prendre contact avec un organisme de formation, ça vous permet d'éviter de perdre du temps et de tomber sur des formations qui sont complètement bidons et qui vont vous mener nulle part. Donc, il faut bien sûr identifier sa formation. Et ensuite, après, pour la souscription, c'est ultra simple, il n'y a pas de papier. Vraiment, ça, c'est le gros plus du CPF, contrairement à d'autres dispositifs. C'est qu'il y a vraiment 0 papier, tout se fait directement en ligne. Vous complétez votre formulaire, vous envoyez votre dossier, c'est accepté par l'organisme de formation et après, vous n'avez plus qu'à commencer à la date qui était prédéfinie avec l'organisme de formation. Ça, c'est vraiment, franchement, c'est le top, le CPF au niveau facilité. Vous allez voir par la suite, en vous expliquant le reste, que c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire tout le temps, mais en tout cas, niveau praticité, c'est vraiment le top. Voilà pour ça. J'ai une question qui m'est posée, mais je suppose que la réponse est oui. C'est Bilal qui pose la question du permis. Est-ce que le permis moto est éligible également? Alors non, le permis moto est pas éligible. Je crois qu'il l'était à un moment. Il y a le permis bateau aussi, donc qui était éligible. Et ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en profitaient à titre personnel. Donc du coup, ces 2 permis sont enlevés, il me semble. Je suis sûr à 99%. Mais par contre, le permis B et poids lourd, oui, mais permis moto, non. Désolé. Voilà. Donc on peut pas effectivement fonctionner avec le moto, alors que c'était possible à une certaine époque. Voilà. Bon, Ouais, effectivement. si tu veux faire de la moto, il va falloir payer de ta poche. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par les permis aussi, faites bien attention parce qu'effectivement, vous allez peut-être trouver des auto-écoles qui ont des tarifs super attractifs, sauf qu'en fait, dedans, vous n'allez rien avoir du tout. En fait, il ne va pas y avoir les frais de dossier, pas avoir les frais d'examen, etc. Donc, en fait, vous allez payer quasiment plein pot de votre poche, alors que certaines auto-écoles ont des packages, c'est tout compris dedans. Donc, là, encore une fois, si vous trouvez une auto-école, vous trouvez une formation qui vous intéresse, vous appelez l'auto-école, vous leur demandez comment ça se passe pour les dossiers, s'il y a des frais supplémentaires ou si c'est tout inclus, et ça vous évitera les mauvaises surprises. Il y a d'autres questions ou pas? Je peux enchaîner. Bon, après, les 2 autres questions, on les traitera à la conclusion. Ce sera plus simple. Elles sont un petit peu du sujet, mais elles sont très intéressantes et je pense que ça vaudra le coup de les traiter à la conclusion. On traite la partie maintenant. Ouais, alors pendant que vous êtes donc vous venez de lancer votre SASU, vous avez encore les droits via Pôle emploi et vous ne vous versez pas bien sûr de salaire du coup. Ça va de soi. Alors, à ce moment-là, vous avez donc le CPF. Donc je mets DIF entre parenthèses parce que en fait le DIF après devient le CPF. Une fois que vous avez rassemblé vos 2 budgets, c'est la même chose et vous pouvez oublier la notion de DIF. Par la suite, il n'y a que le CPF qui existe, donc votre compte personnel de formation. Et donc, vous avez aussi des aides de Pôle emploi. L'avantage de ces 2 budgets, c'est que eux, ils sont cumulables. Donc, c'est un des rares cas dans la formation professionnelle où vous avez des budgets qui sont cumulables. Et effectivement, le CPF et Pôle emploi ont cette particularité-là. C'est-à-dire que, par exemple, si sur votre compte personnel de formation, vous avez 1 500 €, vous souhaitez faire une formation, devenir infopreneur, devenir entrepreneur, conseiller, formateur, et vous allez voir Pôle emploi, vous leur expliquez, bonjour, j'ai trouvé une formation infopreneur à 2 000 €, j'aimerais un complément de 500 €, donc un abondement, et Pôle emploi peut le faire. Donc ça, c'est vraiment le top. Vous pouvez faire la demande directement depuis votre compte personnel de formation. Donc, encore une fois, les étapes à respecter, c'est là, vous êtes obligé de prendre contact avec un organisme de formation. En fait, comme ça vous permet d'avoir aussi des devis, des programmes de formation à présenter à votre conseiller Pôle emploi. Donc, en fait, comme ça montre que votre formation est sérieuse, que ça va être dans un vrai projet professionnel et que c'est pas juste comme ça pour passer le temps, par exemple. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas excéder les 40 heures de formation quand c'est comme ça, parce que je crois qu'il faut vous faire sucrer vos indemnités. Donc, faire attention, ça faut se renseigner là-dessus. C'est pour ça que c'est bien d'appeler un organisme de formation pour être sûr. Et ensuite, simplement, vous proposez à votre conseiller Pôle emploi. Et maintenant, il existe un espace, en fait, lorsque vous êtes demandeur d'emploi,
qui est dédié sur le compte personnel de formation pour demander des abondements directement de Pôle emploi. En fait, vous allez avoir un endroit où c'est écrit aide au financement et normalement, il y a Pôle emploi qui est indiqué dessus. Donc, si vous avez refusé une première fois, vous faites une deuxième demande. Si vous faites une deuxième demande et qu'il refuse encore, vous faites une troisième pour insister. Avec Pôle emploi, c'est un peu comme ça. En fait, parfois, lorsque vous allez avoir votre SASU, vous n'allez pas être dans la catégorie 1 des demandeurs d'emploi. Je crois que vous êtes en catégorie. Donc, vous n'êtes pas du tout les catégories prioritaires, vous n'êtes pas du tout les catégories qui vont compter comme des personnes qui étaient au chômage et qui vont retrouver un emploi. Donc, effectivement, Pôle emploi peut faire un peu moins attention à vous, mais cependant, si vous êtes à Pôle emploi, ça veut dire que vous avez des droits à Pôle emploi et qu'il faut bien insister et bien en profiter parce qu'effectivement, là, vous pouvez avoir de super budgets qui vous sont alloués pour pouvoir vous former sur des thématiques. Et en plus de ça, quand c'est au moment du lancement de votre SASU, ça peut vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences et à moindre coût pour vous, quoi. Au lieu de payer directement de la poche de votre entreprise, profitez-en. Donc, encore une fois, les étapes, prendre contact avec l'organisme de formation, proposer devis, programme de formation à Pôle emploi et après, let's go, on va en formation et c'est parti. Alors, quelques questions. Celle de Christophe. L'employeur peut-il suppléer au compte CPF d'un employé? Donc, par exemple, ajouter des fonds à ma conjointe salariée. Exactement. Alors en fait, ça encore une fois, ça s'appelle des abondements. Donc lorsque vous avez des salariés, je ne sais pas si ça vous parle, il y a un site qui s'appelle Net Entreprise, je crois, net-entreprise.fr. Et en fait, sur ce site internet, vous avez un volet formation. Et en fait, vous pouvez faire directement des abondements pour que votre conjointe, en l'occurrence votre conjointe salariée, puisse se former. Donc, en fait, c'est très simple. Vous allez leur envoyer l'argent, vous allez payer avec votre CB, qui va aller jusqu'à la caisse des dépôts et des consignations, qui va la remettre sur son CPF. Et ensuite, après, avec l'argent qui est rempli sur son CPF, elle pourra se former. Alors après, j'aurais tendance à vous dire de ne pas faire ça dans 100% des cas, puisqu'en fait, si elle est vraiment salariée chez vous, vous allez avoir un budget qui s'appelle le plan de développement des compétences et qui sert à former les salariés. Ça, c'est un budget qui est hors CPF. Et en fait, ça vous coûte encore moins d'argent de pouvoir la former là-dessus, puisqu'en fait, c'est un fonds public qui est débloqué exprès pour pouvoir former les salariés. Et donc d'ailleurs, on va le voir juste après. Je pense que vous aurez plus d'infos dans 5 minutes à peu près, que ce soit sur vous en tant que président, par exemple, de SASU salarié, ou si vous avez effectivement des salariés dans l'entreprise. Ce que je vais vous dire, ça va être valable pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Donc je pense que vous avez un peu de marge pour ceux qui sont ici. Christophe qui continue de poser la question, c'est pas dans l'ordre, mais je la prends parce que la logique. Est-ce que les formations qu'elle aura choisies le cas échéant seront-elles vérifiées par rapport à son poste? Alors là, encore une fois, ça va dépendre du financeur. Donc, si c'est par le CPF, donc ce sera forcément des formations qui seront certifiantes, diplômantes. Donc, en fait, il y a moins, le champ des possibles est moindre avec le CPF. Vous avez beaucoup moins de formations disponibles. En revanche, si vous passez par le plan de développement des compétences sur lequel je vais parler juste après, là, le champ est beaucoup plus large puisqu'en fait, à la fin, il n'y a pas nécessairement de certification, de diplôme, etc. Donc, typiquement, si vous voulez la former sur la création de sites internet, la former sur du marketing digital, sur de la communication, là, il faut passer par votre plan de développement des compétences. Et là-dessus, moi d'ailleurs, je suis tout à fait à même de vous monter des dossiers. Vous êtes tranquille, je m'occupe de l'administratif et vous n'avez pas de frais à lancer ni rien. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai il y a mes coordonnées à la fin et je vous mettrai aussi un lien Calendly si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler un peu plus de votre projet de formation si vous en avez un. Ce sera plus simple, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc, Christophe, tu auras tout à l'heure directement le lien avec Quentin, ce sera plus simple. Je passe à une autre question. Thierry, je pense qu'il a été nécessairement sollicité par une de tes remarques et qui demande « Ceci est déduit de vos droits allocation ARE ». Alors, je suppose que alors, ce n'est pas financier, hein, je suppose. En tout cas, financièrement, non, on n'ira pas te déduire quoi que ce soit. Mais par contre, effectivement, je rappelle que tous ceux qui sont à l'ARE sont obligés de s'actualiser chaque mois. Et je crois que dans l'une des questions, on demande est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez été malade? Et avez-vous été en formation? Je suppose que c'est ça tout à l'heure, Quentin, dont tu as parlé, qui te fait dire que lorsqu'on va dépasser un certain seuil de nombre d'heures, Pôle emploi ne peut pas imaginer que la formation que tu prends se fasse en dehors de tes heures, se fait nécessairement dans, entre parenthèses,
les horaires administratifs, les heures de bureau, tout ce qu'on veut, hein, même si le mec il bosse un samedi ou un dimanche, hein, parce qu'actuellement on peut tout faire à distance. Et elle va du coup dire, ben, cette partie-là, eh bien, on vous la sucre, entre parenthèses, financièrement, parce que cette partie, elle était nécessairement liée à la formation. Mais tout ce qu'on peut vous prendre, je vous rassure, c'est vous y restituer après quand même. Hein. Enfin, faut Alors, juste. dans 100% des cas, de toute façon, je pense que vous êtes demandeur d'emploi, vous avez deux interlocuteurs à privilégier avant de prendre une formation. Vous avez l'organisme de formation qui va vous proposer la formation. Donc là, il faut expliquer votre situation, voir le nombre d'heures que vous souhaitez, dans quel objectif, quel projet, quelle est votre situation, etc. Enfin bref, une recherche des besoins, on va dire, et pour identifier tout ça. Et vous avez aussi votre conseiller pour l'emploi. Donc vous le prévenez, vous lui dites, ben voilà, moi j'aimerais faire une formation. Est-ce qu'il y a un impact, du coup, sur moi, sur mes droits en tant que demandeur d'emploi? Tout simplement, hein, vous demandez, comme ça vous êtes sûr, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de risque, il y a une trace écrite, bien évidemment, pour être plus sûr. Mais faites bien la demande avant de souscrire une formation, parce qu'effectivement, faut faire gaffe, quoi. Ça peut être con de perdre ces aides juste pour une formation de 10 heures sur quelque chose qui vous intéresse moyennement. Donc faites bien attention à ça. Posez beaucoup de questions, de toute façon, hein, comme d'hab, faut être curieux. Donc après, vous évitez comme ça les soucis et les tracas. Une question de Joël. Bonjour Joël. J'ai deux structures, micro-entreprise et SASU, hein, où elle est présidente salariée. Peut-on cumuler des droits CPF? Comment faire? Alors, en fait, en tant que micro, vous allez cotiser maintenant depuis 2018. Donc, je ne sais pas depuis quand vous êtes micro, Joël. Mais en fait, maintenant, vous allez cotiser des droits CPF avec votre micro. Si en plus de ça, vous êtes salarié de votre SASU, vous allez cotiser des droits CPF avec votre SASU aussi, et vous allez aussi cotiser d'autres droits. Donc, sur votre SASU, vous allez cotiser également des droits plan de développement des compétences, donc comme si vous étiez une salariée classique de n'importe quelle entreprise. Et grâce à votre micro, vous allez aussi cotiser des fonds d'assurance formation. Donc là, si le côté micro vous intéresse plus, on va faire effectivement un webinaire avec Patrick courant mars, où je vais un peu plus aborder le sujet des micros, gérants d'EI, URL. J'ai pas envie de vous perdre parce que justement on a découpé en deux cette présentation pour pas qu'il y ait, il y ait trop de confusion. Donc vous, sur votre partie micro, vous avez effectivement des droits, vous allez en cotiser, et sur la partie président de SASU, vous allez avoir vos droits CPF à cotiser, vu que vous êtes salarié, et en plus de ça, vous allez débloquer un plan de développement des compétences en tant que salarié. Donc ça qui est renouvelable tous les ans, budget non cumulable, et donc utilisé tous les ans de préférence. Ok, on peut continuer. Donc juste avant du coup d'aborder la partie président avec fiche de paie, on va aborder la partie président sans fiche de paie. Donc là, c'est président sans fiche de paie et aussi du coup qui n'a plus les aides de retour à l'emploi. Donc là vraiment président comme ça. Donc vous, en tant que président sans fiche de paie, vous avez votre CPF et puis c'est tout. Vous n'avez rien d'autre. Votre CPF et puis c'est tout. Et en plus de ça, vous ne cotisez pas puisque vous n'avez pas de bulletin de salaire. Comme Patrick le répète souvent sur tous les webinaires, j'imagine que vous les avez suivis sur optimiser sa rémunération, optimiser un peu sa gestion en tant que président de SASU. Lorsque vous n'avez pas de fiche de paie, donc vous n'êtes pas reconnu par plein d'organismes comme l'URSSAF, par exemple, typiquement, et en fait, vous n'avez pas cotisé à différents droits. Et les droits à la formation font partie, puisqu'effectivement, les droits à la formation sont dans les charges patronales sur la partie sociale. Et donc, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas cotisé au CPF ou à autre chose. Donc, quand je parle de votre CPF et c'est tout, en fait, c'est votre CPF que vous avez cotisé, mais avant. Donc là, par exemple, si vous restez un an sur le bulletin de salaire, pendant un an, vous n'avez pas cotisé. Donc moi, c'était typiquement mon cas lorsque j'ai lancé mon entreprise. J'ai pas pu avoir de droit à la formation, j'ai pas pu cotiser sur les droits à la formation pendant un an. Donc voilà pour ça. Donc pensez bien à vous verser un petit salaire, c'est quand même sympa déjà. Et puis de deux, ça vous débloque plein de droits. Patrick pourra vous faire l'apologie de ce type de solution. Donc maintenant, président avec fiche de paie. Donc là, ça va vous intéresser, Joël, puisque ça va être votre cas. Et je pense que ça va être le cas aussi d'autres personnes. Donc, président avec une fiche de paie, là, on a plusieurs solutions. Donc, on a le CPF, évidemment, où on va cotiser. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, à partir du moment où on est salarié, que ce soit classique d'une entreprise ou salarié de sa SASU, c'est la même chose. Donc, vous allez cotiser au CPF cette fois-ci, donc jusqu'à 500 € par an. Donc, ça va être en fonction, par exemple, si vous avez un salaire tous les mois, normalement, vous allez cotiser au max. Il n'y a pas de limite d'argent, donc vous versez 5 000 € ou 500 €. Normalement, vous cotisez quand même au budget de formation et vous avez 500 €.
Autre truc, autre organisme plutôt quand vous avez un bulletin de salaire, vous avez un OPCO. Donc un OPCO qui signifie opérateur de compétences, vous permet de débloquer un plan de développement des compétences, donc un PDC. Et là, donc le CPF et les PDC, par contre, ne sont pas cumulables. En revanche, les deux budgets vont vous permettre de faire plein de choses différentes. Donc, le CPF sur la partie certifiant de diplôme. Donc, par exemple, si vous voulez avoir un TOEIC, si vous voulez avoir un TOSA, si vous voulez avoir un CAP, un BUP, un permis, etc. Ça, c'est bien d'utiliser le CPF. En revanche, si vous voulez faire des formations qui vont être liées à votre domaine d'activité, parce qu'en fait, votre opérateur de compétences est quelque chose qui va être lié à votre domaine d'activité, va vous permettre de débloquer des formations pour ça. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez comme projet de créer un site internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter votre communication sur les réseaux sociaux, de vous former en management, tout ça, ça peut être pris en compte, enfin pris en charge par votre OPCO. Donc maintenant, plan de développement des compétences, donc je fais un petit zoom, ça appartient à un salarié. Donc effectivement, un salarié, si vous êtes salarié de votre propre entreprise, eh bien ça marche. Vous êtes considéré comme salarié, donc vous débloquez vos droits. C'est votre code NAF et code AEP qui va en fait vous orienter vers un des 11 OPCO qui existent. Et ces 11 OPCO, les voici. Donc, je vais pas tous vous les détailler, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous devez être sur l'OPCO Atlas. Patrick, il me semble que vous, en tant que cabinet comptable, vous êtes à l'AFDAS. Ouais, sachant que vous étiez sur autre chose auparavant. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui est posée. Comment est-ce qu'on trouve son OPCO? Alors, normalement, Patrick, je ne sais pas si je vais dire une bêtise là-dessus, mais normalement, il y a des conventions collectives qui sont rattachées. C'est exactement donc, ça. Alors, voilà, donc, je te laisse expliquer cette partie. ouais, c'est un peu compliqué, hein, parce que je rappelle quand même que les conventions collectives, quand on est président de SASU, par définition, on n'a pas de convention collective. Juste un petit détail, mais ça compte quand même. Mais on peut le trouver comme ces conventions collectives grâce au code NAF de votre société. D'ailleurs, quand vous créez votre société, faites toujours très attention que le code NAF que vous allez recevoir, ou le code APE, c'est exactement la même chose, détermine bien votre société de telle façon à ce que si un jour vous ayez un salarié, ou à partir du moment où vous allez pouvoir cotiser, eh bien, vous soyez rattaché au bon compte NAF qui vous rattachera à la bonne convention collective. Si vous apercevez que votre code NAF est faux, d'accord, eh bien, vous allez contacter l'INSEE. Alors, il fut une époque, c'était un coup de téléphone, on peut le faire encore, un petit mail, et puis hop, ils arrivent à résoudre le problème directement. Maintenant, Quentin pourrait mieux en parler que moi, les OPCO, les 11, c'est la résultante de fusions qui ont lieu, et désormais, maintenant, les OPCO se réduisent comme peau de chagrin. Il y a eu des grosses réformes et tout est relativement complexe actuellement. Ils sont en plein mouvement. Bon, je pense que les choses maintenant vont réussir, mais à titre, par exemple, au sein de Doux, nous avons des alternants. Eh bien, on ne savait même pas si l'OPCO Atlas pouvaient prendre en charge. Et donc, nos contrats d'alternance pendant, je crois, 8 mois n'ont pas eu de contrat. Enfin, rien n'était rédigé. C'était une véritable catastrophe. Bon, aujourd'hui, je pense que les choses sont revenues dans l'ordre. Plus ou moins, effectivement. Parce que pour l'anecdote, en fait, sur les OPCO, jusqu'à, il me semble, c'était 2019, il y avait 21 OPCA, donc en fait, qui sont transformés en 11 OPCO. Donc effectivement, il y a eu des fusions à des endroits. Donc c'était censé simplifier les choses. Les OPCO avant, c'était eux qui géraient le CPF, donc ça leur a été enlevé pour le donner à un organisme qui est totalement indépendant pour encore une fois simplifier la chose. Sauf que c'est toujours un peu complexe. Là, par exemple, en ce moment, il y a des gros budgets de formation qui existent pour toutes les activités qui sont en difficulté, pour les activités qui ont beaucoup d'activités partielles. Et donc là, ils sont en train d'essayer d'harmoniser un peu toutes les demandes au sein des OPCO, parce que par exemple, à un moment donné, quand vous appelez par exemple Atlas à Lyon et Atlas à Paris, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc en fait, ils sont en train de tout harmoniser, et normalement, ça va vraiment simplifier la vie de tout le monde. Là, courant d'année, je pense que ça devrait déjà avoir bien évolué. Oui. En revanche, aussi, effectivement, pour trouver votre OPCO, donc quand vous appelez un OPCO, vous prenez votre numéro de SIRET, votre code AEP, vous appelez l'OPCO, vous leur expliquez, et normalement, si vous êtes sur le mauvais OPCO, ils pourront vous dire, oui, en fonction de votre code, vous êtes plutôt attaché à cet OPCO-là. Donc, de manière générale, je pense que AFDAS, ça va être sur tout ce qui est, par exemple, publicité, graphiste, etc. Vous allez être là. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être attachés soit à l'AFDAS, soit à Atlas.
Pour ceux qui ont des petits commerces, donc ça peut être l'OPCO EP ou l'OPCO commerce. Donc l'OPCO EP, c'est les entreprises de proximité et l'OPCO commerce, c'est les OPCO commerce. Donc je pense que voilà, ça peut être un peu les 4 OPCO qu'il y a ici. Mais dans la plupart des cas, pardon, je pense que ce serait soit l'AFDA, soit l'Atlas. Donc vous voyez, il y a les sites internet, vous tapez sur internet, vous cherchez le numéro, vous les appelez et vous leur demandez, bonjour, j'aimerais savoir mon budget de formation, voici mon numéro de SIRET, voici mon code AEP, et ils vont vous dire, d'accord, vous êtes chez nous, effectivement, vous avez ça comme budget de formation. Sinon, ils vont dire, non, vous n'êtes pas chez nous, appelez plutôt l'AFDAS et eux, ils pourront vous aider. Sinon, en fait, le plus dur, c'est de trouver son OPCO. Au début, une fois que vous l'avez, après, c'est bien. Sinon, il y a une autre solution. Normalement, alors je ne sais pas si ça apparaît effectivement en tant que président de SASU, je sais que pour les gérants de URL, de EI, pour les micros, c'est indiqué ici, vous allez sur le site de l'URSSAF, vous vous connectez à votre espace et vous avez une partie où c'est écrit mes documents, mes attestations et mes attestations de contribution à la formation professionnelle. Donc, vous cherchez là-dedans et normalement, c'est écrit noir sur blanc, vous êtes rattaché à l'OPCO, AFDAS, Atlas, etc., etc. Normalement, c'est là. Alors après, en tant que président de SASU, des fois, c'est un peu. Faudrait que j'aille vérifier d'ailleurs sur mon espace, comme ça me permettra de vous donner la bonne information. Mais voilà, l'OPCO, c'est un peu chiant à trouver, mais une fois que vous l'avez, après, vous êtes pris et vous suivez tout le reste de votre carrière avec votre entreprise. Alors, oui, vas-y, vas-y. Juste pour répondre à une question qui est notamment, est-ce qu'on peut toucher l'ARE et se prendre un petit salaire? La réponse est oui. Il y a des cumuls qui sont possibles. C'est très compliqué. On ne va pas rentrer dedans. D'ailleurs, on est en train de rédiger chez Doux une vidéo que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube qui explique tout dans le détail. Ça prend 5-6 minutes, donc c'est relativement complexe et n'hésitez pas. Pour tous les autres, je vois que certaines personnes sont arrivées avec un peu de retard. Je ne vais pas reprendre les questions parce qu'on les a traitées sur les parties 1, 2 et 3. Et ce que je vous propose, on continue et vous les aurez en replay sans aucune difficulté. Tout est expliqué, toutes les questions auxquelles vous posez, on l'a vu et on a répondu déjà. On continue. Alors maintenant, donc, quel budget pour quel OPCO? Donc ça, c'est la grande question. Alors en fait, les budgets ils vont tous varier. Donc vous allez avoir des OPCO où vous allez pouvoir toucher je sais pas, 700 €, 800 € et d'autres OPCO, vous allez pouvoir toucher quasiment 4000 € juste pour vous. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de votre OPCO, de votre convention collective, même si vous n'en avez pas en tant que président, mais voilà, votre code EP qui est attaché à telle convention collective. Donc, trouvez votre OPCO, vous demandez le budget et vous demandez les formations qui sont éligibles. En général, ça c'est le point sur les prises en charge de formation. Donc en général, toutes les formations qui vont être éligibles sont toutes celles qui vont vous servir dans votre activité. Donc par exemple, si vous faites des sites internet, n'allez pas demander une formation en pêche, ça va pas fonctionner là par contre. Pour la pêche à la moule, ça va pas être éligible. Donc voilà pour ça, il faut trouver son OPCO. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les budgets, cette fois-ci, sont non cumulables. Donc en fait, les budgets 2020, les budgets 2019 et 2018 ne s'accumulent pas au fil des ans et ils sont perdus à la fin de chaque année. Donc ça, c'est vraiment en fait, c'est un peu l'opposé du CPF au niveau du fonctionnement. Donc ils sont perdus en fin de chaque année et par contre, ils sont renouvelés à chaque fois l'année suivante. Donc en fait, une année sans formation égale un budget perdu. Mais par contre, vous retrouvez quand même votre budget l'année d'après. Voilà pour ça. À ce niveau-là, c'est tout bon. Donc, comment souscrire? Là, encore une fois, prendre contact avec un organisme de formation. En fait, le gros plus de passer par des organismes de formation, des consultants, c'est que vous ne vous occupez pas de toute la partie administrative. Vous allez avoir des questions du style quel est votre code AEP, quel est votre numéro de SIRET, quel est votre numéro de sécurité sociale pour certains dossiers. Et après, c'est tout fait, c'est tout mis en place par l'organisme de formation. Vous signez un petit papier comme quoi vous laissez l'organisme de formation faire la demande à votre place et après, vous êtes tranquille. Vous n'avez rien à faire à part signer des documents. C'est quand même beaucoup plus simple. Sinon, il y a beaucoup de papiers à faire et c'est relativement embêtant. Donc, voir évidemment les formations qui sont éligibles et les montants. Donc, ça, c'est un gros plus. Et là, encore une fois, l'organisme de formation peut vous aider. Donc, l'organisme de formation peut très bien appeler l'OPCO. Donc, il faut d'abord que vous l'ayez bien identifié. Avec les organismes, on peut aussi voir en fonction de votre code AEP où vous êtes rattaché. D'ailleurs, j'ai un tableau Excel qui permet de savoir ça avec son code EP à quel OPCO on est rattaché. Et après, évidemment, déposer son dossier auprès de l'OPCO. Les OPCO sont un peu lents, donc en général, il faut déposer un dossier, on va dire, un mois avant le début de la formation, le temps qu'il soit bien reçu, qu'il soit bien traité et que ce soit bien accepté. Donc là, en fait, il y a des subrogations de paiement de la part de l'OPCO, donc vous ne sortez rien de votre poche, c'est directement l'OPCO qui va payer l'organisme de formation que vous avez trouvé pour la formation. Maintenant, côté fiscalité. Donc ça, c'est le côté qui intéresse le plus Patrick.
Donc, sur le côté fiscalité, grâce à la formation, donc j'ai eu la question la dernière fois. Alors, effectivement, ce qui est important, c'est pas que le président, enfin, c'est pas la société qui doit faire une formation, c'est vraiment le président. C'est-à-dire que si vous êtes président, que vous faites une formation, que ce soit avec votre CPF, avec votre plan de développement des compétences ou avec votre fonds, votre argent propre, vos fonds propres, vous êtes éligible au crédit d'impôt. Ce qui va compter, en fait, c'est d'avoir une attestation avec écrit que vous ayez bien fait tant d'heures de formation. Donc, pour 2020, donc c'est à peu près les mêmes budgets pour cette année. Normalement, j'essaie de regarder, mais ils n'ont pas été mis à jour, sauf si toi, Patrick, tu as l'info, mais je n'ai pas trouvé. Non, c'est toujours les 40 heures multipliées par le SMIC. Donc, c'est ça, donc 40 fois 10,15. Plus ça augmente, mais ça reste toujours très, très bas. Oui, c'est pas très haut. Donc voilà, en tout cas, comme dit Patrick, ça vous permet de faire un bon resto, pour ceux qui habitent sur Lyon, un bon bouchon quand ce sera rouvert. Donc voilà, profitez-en, c'est quand même un petit plus. Et puis de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi intéressé par l'optimisation fiscale, donc ça vous permet d'optimiser un petit peu tout ça. Donc ce côté-là, par contre, crédit d'impôt n'est pas valable pour les micros. Donc si vous avez une micro et que vous avez une SASU, ça va être valable que pour les agents de SASU. Oui, Patrick. Je rappelle que le crédit d'impôt formation, il se manifeste de la façon suivante. Quand vous êtes en SAS, puisque là on parle des SAS, ou SASU, impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt formation va venir en moins, donc les 406 € va venir en moins de l'impôt sur les sociétés. Et si vous payez 0 d'impôt sur les sociétés, les 406 € vous seront remboursés. Ça, c'est pour les SASU et les SAS à l'IS. Et pour les SASU et SAS à l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt va venir en moins dans votre déclaration d'impôt sur le revenu à titre personnel. Voilà, c'était juste un petit détail. Autre point également que vous pourriez, parce qu'on va aussi l'aborder, c'était d'ailleurs d'une question aussi de Christophe. Demain, vous dites, basta, je me paye une formation, ça va bien au-delà de tout ce qu'on peut faire. Eh bien, ça peut être déductible au sein de la société puisque c'est une formation, mais à la condition, bien évidemment, que la formation est très à l'objet social de la société. Voilà. Alors après, très évident que si vous payez par exemple des gros cours en anglais, même si votre objet social, c'est pas de faire traducteur en anglais, pour autant vous pourrez le mettre parce que vous pourrez dire que c'était bon pour votre entreprise et pour votre business. Mais si vous faites je sais pas moi, vous êtes expert comptable et que vous faites un stage de poterie, non, ça ne marchera pas clairement. Voilà, c'est juste effectivement un petit détail comme un autre. Il faut qu'il y ait un lien quand même avec l'objet social de la société. D'où l'intérêt de se mettre un objet social assez large au départ et en mettant beaucoup de choses dedans. Christophe qui pose la question, c'est bien sur l'année fiscale et non l'année civile. C'est par l'année civile que le crédit d'impôt se calcule. Voilà, les heures de formation, c'est dans l'année civile. Voilà. Alloués sur des années civiles et non sur vos bilans. Par exemple, si vous terminez le 31 août, vous n'allez pas retrouver un nouveau budget au 31 août. C'est les budgets vraiment qui sont du 1er janvier au 31 décembre. Tout à fait. Et donc, si on a clôturé au 31 août, eh bien, on tiendra compte du crédit d'impôt que l'on a reçu à ce moment-là. Question de Zit. Est-ce que le crédit d'impôt fonctionne pour une formation avec une société qui n'est pas en France ? Non, ça, c'est des français. En fait, si c'est une formation. En fait, pour pouvoir utiliser des droits publics, il faut que les organismes de formation qui vous proposent les formations aient un certain label. Donc, il y a des labels, il faut qu'elles soient certifiées Datadoc. Donc, Datadoc, en fait, c'est un label qui permet aux organismes de formation de financer avec des fonds publics. Ce label Datadoc est en train d'évoluer. Donc, pour tous ceux qui vont créer un organisme de formation cette année, ce sera directement le label Calliope. Et pour ceux qui avaient déjà un organisme de formation avant 2021, eux, ils ont l'obligation d'avoir ce label Calliope pour le début d'année 2022. Donc, il faut avoir nécessairement ce label, en fait, pour pouvoir souscrire à des formations payées par des fonds publics. Donc, vous, votre objectif, en fait, ça va être de trouver des organismes de formation qui ont ces labels et qui peuvent utiliser les fonds publics pour financer vos formations. Mais typiquement, il y a des formations, par exemple, il me semble que toutes les formations qui ont été liées, par exemple, à l'immobilier, il n'y en a aucune qui est éligible à des fonds comme ça. Donc là, ce sera nécessairement de votre poche. Par contre, tout ce qui va être création d'entreprise, tout ce qui va être communication au sein de l'entreprise, même de la comptabilité, c'est pris aussi en compte. Tout ça, par exemple, ça peut être financé. Mais voilà, c'est pas toutes les formations. Il faut que ce soit des formations référencées sur France Compétences. Si vous voulez aller voir, vous pouvez regarder France Compétences qui appartient aussi au ministère du Travail. Et dessus, il y a toutes les formations qui vont être éligibles avec tous les certificats, diplômes, etc., etc. Tout à fait.
Question de Fabrice. Pour le crédit d'impôt, j'ai fait une grosse formation sur 2019-2020 avec ma création de société en décembre 2020. Est-il encore temps de déclarer? Si oui, comment faire? Alors là, je prends la parole, si tu veux, Quentin, parce qu'il y a une espèce de jurisprudence fiscale qui commence à se faire et qui précise que pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, formation qui est limité à 406 euros, hein, Fabrice, hein, je tiens à le rappeler quand même, c'est le nombre d'heures que tu as pu faire et avec toutes les conditions que Quentin a pu dire, il faut que la société ait été créée avant. Parce qu'il y a eu des personnes qui faisaient des formations, notamment, je ne sais pas si tu te souviens, Quentin, mais à la Chambre des métiers, il y avait une obligation pour les gens qui fassent la Chambre des métiers de faire, par exemple, un stage qui durait 2 semaines ou 3 semaines. Hein, à une certaine époque, c'est fini ça. Hein. C'était obligatoire. Et il le faisait nécessairement avant la création de la société, puisque c'était une des conditions pour pouvoir créer sa société et arriver à la Chambre des métiers. Et les gens, à juste titre d'ailleurs, prenaient ce crédit d'impôt formation. Eh bien, il y a eu la jurisprudence fiscale qui a dit, puisque vous n'étiez que le crédit d'impôt, il est fait pour les dirigeants, comme vous n'étiez pas encore dirigeant, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, on sait aujourd'hui, bon, je trouve que c'est hyper mesquin hein, pour ma part, mais bon, c'est comme ça. De façon très concrète, Fabrice, tout ce que tu as pu faire avant ta création ne viendra pas parce que tant que tu n'étais pas dirigeant, ça ne peut pas compter comme des crédits d'impôt formation. Voilà, c'est un petit détail, comme je vous l'ai dit, que je trouve hyper mesquin. Mais en tous les cas, la fiscalité est comme celle-ci, elle est assez réductrice en la matière. C'est ça. Et du coup, sur le côté aussi, effectivement, ce que Patrick a très bien soulevé, c'est que il y a vraiment une limite à 40 heures en fait. Même si vous faites une formation de 400 heures, vous n'allez pas avoir de crédit d'impôt sur 400 heures. Donc l'intérêt en fait pour vous tous, c'est aussi d'optimiser un peu votre temps, parce que votre but, évidemment, c'est de vendre, c'est d'avoir du chiffre d'affaires. Et vous pouvez essayer de vraiment trouver ce point de bascule à 40 heures, essayer de vous former quasiment tout pile 40 heures tous les ans pour pouvoir bénéficier de tout ça. Donc en plus de ça, ça vous apporte bien évidemment des compétences. Et en plus, vous pouvez optimiser un peu ce crédit d'impôt qui existe sur la formation. Voilà pour ça. Oui, voilà. Oui, si vous avez d'autres salariés, alors évidemment, c'est la question de tout à l'heure. Alors, je ne me rappelle plus qui l'a posé, c'était pour sa conjointe. Alors, effectivement, si vous avez d'autres salariés, vous avez exactement les mêmes droits que pour vous en tant que salarié. Donc, le PDC, que j'ai mentionné juste avant. Donc, il y a des fonds de formation. Alors, encore une fois, il faut trouver son OPCO, voir quelles formations sont dispensées, quelles formations sont éligibles, déposer un dossier, donc trouver un organisme de formation, etc. En plus de ça, donc, si vous avez des salariés, vous avez des obligations légales au niveau de la formation. Donc, vous avez une obligation de maintien dans l'employabilité. Donc, en fait, vous êtes obligé de former vos employés pour qu'ils restent compétitifs sur le marché du travail au cas où ils doivent partir par la suite. Vous avez l'obligation de faire des entretiens annuels, donc tous les ans de faire un petit entretien, et des entretiens professionnels qui, eux, sont des entretiens un peu plus longs. Vous pouvez payer des gens pour le faire si vous souhaitez, ou que vous former dessus, c'est pas très compliqué non plus. Ces entretiens professionnels qui sont à faire au moins une fois tous les 2 ans. En plus de ça, vous avez l'obligation légale de proposer une formation non obligatoire au moins une fois tous les 6 ans. Donc, si dans votre secteur d'activité, par exemple, vous avez des formations HACCP pour l'hygiène alimentaire ou des formations habilité électrique, ces formations-là ne sont pas prises en compte là-dedans, puisque c'est des formations qui vont être obligatoires pour la tenue de votre activité. Mais par contre, ma formation non obligatoire, typiquement une formation en langue ou une formation en marketing, ça c'est bon. Donc ça, c'est au moins une fois tous les 6 ans, pour être tranquille. Voilà. Maintenant, comment choisir son budget et comment les prioriser en fait? Parce que effectivement, là, on a parlé de plein de budgets différents. Dans la situation où vous avez le choix entre plusieurs budgets, moi, je vous conseille de faire dans cet ordre-là. Donc, tout d'abord, le plan de développement des compétences. Pourquoi? Parce que déjà, les thématiques choisies peuvent être beaucoup plus larges, puisqu'en fait, vous n'avez pas la restriction de la certification. Enfin, vous avez le plan de développement des compétences. Donc, vous avez seulement la restriction, on va dire, au niveau du budget. Mais en plus de ça, ce budget, c'est vous qui le cotisez via vos charges patronales, via vos charges sociales. Et donc, ce budget, autant l'utiliser, puisqu'en fait, il va disparaître tous les ans et qu'il va réapparaître toutes les années après. Donc, petit 1, trouvez votre OPCO, demandez votre budget et formez-vous avec votre plan de développement des compétences si vous en avez envie. Et en plus de ça, du coup, ça vous fait des crédits d'impôt. Après, le CPF, qui reste quand même aussi un super moyen, puisqu'effectivement, le CPF, c'est le plus simple. Au niveau autonomie, c'est quand même le top. La seule limite, c'est qu'il y a des certifications et des diplômes à la fin. Donc, c'est pas toutes les formations qui vont être éligibles.
Le CPF, haute limite, c'est que le budget, bien qu'il soit cumulable, il va être beaucoup moins important tous les ans qu'un plan de développement des compétences. Donc, un plan de développement des compétences, on va être, on va dire, entre 700 et 4 000 euros en fonction de votre OPCO. Un CPF, c'est tous les ans 500 euros maximum. Donc, effectivement, à un moment donné, si vous utilisez votre CPF 2 années de suite, ça va être de plus en plus compliqué d'avoir des budgets pour pouvoir vous former avec votre CPF. Et dernière possibilité, donc là qui vous laisse le champ des possibles le plus large, et ben c'est avec vos fonds propres. Donc typiquement, si vous trouvez une entreprise étrangère ou si vous trouvez des formations qui ne sont pas éligibles à des financements, pour ma part, c'est ce que j'ai fait sur une formation, j'ai utilisé les fonds propres de mon entreprise et ça compte quand même sur le crédit d'impôt avec la formation de 40 heures. Donc là, encore une fois, dès que vous vous formez, en fait, vous avez une attestation à la fin, normalement, de votre formation. Ça peut être des relevés de connexion si c'est en ligne ou ce genre de choses. En fait, vous allez avoir un document qui atteste que vous avez bien suivi une formation et que du coup, vous pouvez bien avoir vos crédits d'impôt grâce à vos 40 heures de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y en a une que j'avais bloquée tout à l'heure, mais on a pour partie répondu. C'était comment être certifié CPF. Alors, tu as répondu notamment en disant qu'il fallait être labellisé Datadoc et aujourd'hui Calliope. Ouais, alors si je ne sais pas qui est intéressé, je n'ai pas vu du tout le nom, mais avec un consultant qui a son organisme de formation, on a monté une formation qui s'appelle entreprendre pour devenir formateur, devenir conseiller, etc., etc. Donc là, en fait, ça va être la première partie, donc comment on va créer son contenu de formateur, etc. Et par la suite, on va créer aussi une formation, enfin, il va créer plutôt, et moi, je vais plutôt la commercialiser, une formation qui va être sur comment devenir un organisme de formation avec tous les droits, etc., etc. Donc, c'est Yannick, voilà. C'est Yannick qui avait posé. Yannick qui avait posé cette question. Yannick, si tu veux, si tu veux, Yannick, on pourra échanger là-dessus. C'est des projets parce qu'effectivement, ça peut être un beau projet. C'est un peu long à mettre en place. Donc, c'est un projet plutôt à long terme, on va dire, parce que le temps de se former sur tout ce qui est nécessaire, déposer tes dossiers, être éligible au CPF, d'avoir ta formation sur le compte, etc. Enfin, ça prend un peu de temps, mais tu auras mon adresse mail juste après, donc tu m'envoies un petit mail, on se cale un petit rendez-vous téléphonique et puis on échange 30-45 minutes si tu veux. Si tu as des questions, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, également. Ah oui, il y en a qui dégainent avant d'ailleurs. Fabrice. Ils sont forts, les mecs. Ils sont très, très forts. Ah oui, ils ont sorti le bon coup. Pour les parrainages. Bon, Patrick, je te laisse partie. Ce qui permet à chacun de bénéficier d'un mois, et à la fois pour le parrain et à la fois pour le filleul. J'adore. Enfin, moi, je suis super heureux de voir cela. C'est super génial. Bon, et une bière. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions avant? Et puis surtout, bien évidemment, pensez, il y a le replay qui va arriver. Et donc, ce sera pour vous la possibilité. Donc, voilà les liens de Quentin. Tu veux peut-être envoyer carrément, tu sais, un lien Calendly peut-être. Ouais, voilà. Donc là, je vous envoie mon lien Calendly. Alors, hop, c'est pas grave. C'est un autre calendrier, c'est pour juste le diff CPF, mais vous me précisez bien que vous étiez au webinaire de 12. Ouais. Et je peux vous aider, mais c'est normalement juste pour le diff CPF. Mais tous mes calendriers sont liés, donc pas de souci. On rigole là, parce que Fabrice qui me dit que c'est tellement cher, et puis quelqu'un qui lui dit c'est lol. Donc c'est 69 € par mois pour ceux qui ne le savent pas. Et donc Christophe qui dit que son ancien expert comptable prenait 300 € par mois. Bon, écoutez. Patrick, je suis aussi client chez lui. Franchement, c'est vraiment, vraiment top à utiliser. Donc, moi, j'en suis très, très content. Alors après, j'ai pas beaucoup d'opérations, mais voilà, c'est vraiment top pour des personnes qui sont, dans mon cas, un peu infopreneurs, comme ça, on va dire. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et effectivement, utiliser les petits codes parrainage, ça vous fera toujours une petite économie en plus. Exactement. Il n'y a pas de petit profit en la matière. Et comme je dis souvent, je préfère faire bosser nos clients pour qu'ils puissent faire. Vous remarquerez, on n'a pas de publicité à tout va de tous les côtés. On ne dépense pas d'argent ni sur Google, ni sur qui que ce soit. Et c'est le bouche-oreille, en fait, qui fonctionne hyper bien. Bon, Rosario qui dit, tu aurais dû lien, Quentin. Bon, écoutez, puis Joël qui dit que c'est bien. Bon, c'est super. En tout cas, merci à toutes et à tous. C'était le webinaire du vendredi, ces derniers de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis semaine prochaine,
on recommencera sur plein d'autres webinars. D'ici là, excellente continuité et je vous dis à très bientôt. Puis